Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans À but non lucratif, le podcast de Média Animation qui explore les questions et les enjeux du secteur non marchand. Je m'appelle Jérôme Ramaker. Au sein de l'agence de communication, j'aide les associations à se positionner stratégiquement et à avoir des idées de communication qui leur ressemblent. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode, j'accueille Gaëtan du Mundaneum. Bonjour. Bonjour, salut. Ravi de t'accueillir dans notre studio. Mais oui, merci de l'accueil. Alors, on va un peu parler de comment faire le buzz, ou en tout cas, comment attirer le public. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec cette abondance d'informations, cette sursollicitation, c'est pas toujours évident. Les projets socioculturels essayent de se démarquer. On entend souvent en tant que chargé de com que quand un événement ne marche pas, c'est d'office un problème de com. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et parfois, c'est pas toujours la raison de la com. Parfois, c'est le projet qui rencontre pas son public. Mais effectivement, on a un rôle à jouer. Comment est-ce qu'on s'empare des outils, parce qu'on a tous les mêmes, mais quand même pour se démarquer. Comment est-ce qu'on arrive à travailler une communication en amont pour éviter d'avoir une tragédie en aval. Et comment est-ce que du coup ce public, on commence à le rencontrer, à se faire confiance mutuellement, par la curiosité de l'autre, etc. Donc voilà, c'est un peu de tout ça qu'on va parler dans cet épisode. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ben oui, merci de l'accueil, Gaëtan Santarelli. Je travaille au Mundaneum à Mons. C'est un centre d'archives et un espace muséal. Et j'en charge la communication. Et donc, comme tu le dis, souvent j'arrive assez tôt dans les projets pour essayer d'établir les besoins de communication et voir comment on va communiquer vers le public, comment on crée des ponts entre l'institution, ses projets et les publics. Voilà pour une présentation très pro et formelle. Je suis plein d'autres choses aussi que chargé de communication. Ouais. Alors, si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? Alors c'est une vaste question parce que moi j'aime bien toucher à tout, mais je pense que l'idée d'un spot radio c'est assez chouette parce que c'est 20 secondes dans lesquelles il faut faire passer un message, un univers et il faut être le plus percutant possible. Et donc je pense que l'idée d'un spot radio ça me plairait bien, d'essayer vraiment d'être le plus efficace possible dans une communication, de ne pas y aller par quatre chemins. Et après c'est un peu négatif aussi parce qu'un spot radio quand on l'a en tête après il reste et tout, donc je sais pas si c'est que positif, mais ouais c'est ça l'idée. Ouais. Disons qu'on susurre à l'oreille quoi. Ouais. En te présentant, tu as effectivement présenté le Mundaneum comme un centre d'archives et un espace muséal. Ouais. Est-ce que c'est facile pour des personnes non initiées d'avoir envie en fait de venir vous voir, parce que finalement c'est peut-être pas le truc le plus fun, un truc d'archives, etc. Ouais, c'est pas évident. Déjà, on a un modèle un peu unique en Belgique, d'avoir le côté centre d'archives un peu scientifique, recherche, et puis espace muséal où on est une attraction touristique en fait, où les gens viennent aussi au musée pour voir des expositions, passer du bon temps. Ouais. Et donc, moi, j'ai un tas de publics à gérer, des gens qui nous connaissent depuis des années et qui cherchent vraiment de la matière, de la science chez nous, et puis le grand public que je dois toucher aussi dans les expositions. Donc, c'est parfois le grand écart. Et ils se rencontrent parfois ces Ouais, ça se rencontre parfois. Alors, pas souvent, mais ça arrive lors d'événements un peu plus grand public. Mais donc voilà, oui, non, de prime abord, on peut se dire que les archives, c'est pas fun. Après, nous, il y a quelques années, on a vraiment une réflexion sur la stratégie du Mundaneum et de se dire, finalement, oui, on a des collections d'archives et c'est un peu l'essence, c'est notre cœur de métier, mais on veut surtout être un lieu de réflexion sur les valeurs qui sont dans nos archives, donc l'humanisme, le féminisme, l'anarchie, et finalement, aujourd'hui, créer des événements de rencontre autour de questions très humaines, des questions de vivre ensemble. Ici, on a une exposition qui s'appelle Cité des possibles, où on imagine un peu notre vivre ensemble de demain. Mais ça rencontre un public plus large. Et c'est pas vivre dans le passé, d'avoir que des archives alors ça. Nous, on est un peu... on est un peu utopiste, donc voilà, mais on a toujours l'idée de pouvoir éclairer le présent et l'avenir avec le passé, avec les archives. Donc on a toujours ces tensions-là et ces enjeux à trouver dans nos expositions, de pas juste présenter des vieux papiers, mais de présenter des belles archives pour pouvoir éclairer et susciter des interrogations pour demain. Alors en fait, c'est aussi qu'on a une image très biaisée des centres d'archives. On a l'impression que c'est des boîtes qui puent le papier. Des rats de bibliothèque. Alors on a ça aussi. Mais c'est surtout, il y a quelques années, on a fait une expo qui s'appelait Insortable, les archives qui déboîtent. Et c'était cet objectif-là. Vraiment de dépoussiérer un peu le monde des archives, de montrer qu'il y a du fun en fait. Et donc ce qu'on avait fait, c'est que toute l'équipe, on avait été dans les archives, on avait pris les archives les plus marrantes et on les avait exposées. L'idée, c'était vraiment de démystifier parce qu'en fait, il y a plein de sortes d'archives différentes. Enfin, je veux dire, il y a plein de centres d'archives en Belgique, mais il y
a plein quantité, toute thématique peut être archivée. Et aujourd'hui, quand on parle d'archives même numériques, on archive le web, on archive ce genre de choses, c'est des traces essentielles pour la société de demain, quoi. Et du coup, cette expo, ça a rencontré justement le public, ou est-ce que du coup, c'était un truc où les scientifiques spécialistes qui ne s'y retrouvaient pas, c'était un peu trahison? C'était notre crainte. Honnêtement, quand on l'a créé, c'était notre crainte. Après, c'est une expo qu'on avait programmée l'été. Et chez nous, l'été, c'est un peu l'expo facile où on passe la porte du musée parce qu'on a vu de la lumière et on vient voir ce qui se passe. Et en fait, oui, ça a rencontré son succès et ça a surtout permis aussi de mettre à l'agenda des cabinets ministériels et d'autres personnes un peu l'intérêt des archives. On avait fait l'expo avec d'autres centres d'archives en Belgique. Et donc, ça avait aussi un enjeu politique, je veux dire, derrière de parler des centres d'archives. Oui, ça a rencontré son public et... quand on a fait un peu une petite enquête de satisfaction auprès des visiteurs, c'était le côté un peu décalé qui a plu, le côté un peu frais, le côté découverte, le côté où on se prenait pas au sérieux en fait dans cette exposition. Et c'est ça aussi, je pense que si on parle de choses sérieuses, on peut le faire de manière très sérieuse, très académique, mais on peut le faire aussi d'une autre manière un peu plus décalée, ça fonctionne aussi et le message passe aussi, quoi. Ouais, et c'est vrai que l'image d'un centre d'archives, mais aussi d'un musée, malgré tout, il y a ce côté un peu académique, sérieux. Ouais, tout à fait. Qui fait que, on a l'impression que le musée, c'est que conserver les œuvres et les exposer, mais dans le côté sacro-saint des pièces de collection. Comment est-ce que tu sens, toi, cette évolution depuis que tu es chargé de com là, sur cette image, justement, Alors, c'est compliqué. Enfin, nous, au Mondaneum, on a une image assez élitiste qui nous colle à la peau. Okay. Ce qu'on essaye... On essaye de s'en détacher. Voulu ou pas? Parce qu'on peut Non, elle n'est pas voulue. Elle n'est pas voulue. Je pense que c'est dû à une programmation aussi qu'on a eue par le passé, de conférences un peu pointues, etc. Et donc, bien sûr, quand on parle d'image, la communication a un rôle à jouer, mais tu le disais en intro, il y a aussi la programmation, en fait. Et les événements que tu crées, est-ce que finalement, c'est pour le public qu'on veut toucher? Je pense que trop peu souvent, quand on programme des événements, on se pose la question du public. On crée... moi, ça me rend malade quand on dit on fait un événement grand public. Pour moi, le grand public, il n'existe pas. Déjà, notre grand public qui vient au Mondaneum, c'est pas le grand public, en fait. C'est déjà un public de niche. Et donc, c'est de se poser la question du public, je pense, à ce moment-là. Et donc, oui, on a une image qui nous colle à la peau. Maintenant, en fait, on essaie de casser cette image intelligemment par des événements, par de la médiation, on a la nuit des musées qui fonctionne super bien, c'est hyper grand public. Et en fait, le tout, c'est d'essayer de ne pas bourrer le crâne des gens qui passent la porte du musée et qui vivent une expérience qui soit chouette, qui passent un bon moment, qui repartent avec quelque chose quand même, mais ne pas vouloir à tout prix remplir le cerveau des personnes qui passent la porte du musée avec une quantité de science. C'est pas ça qu'on veut faire, quoi. Mais à t'entendre, est-ce que du coup, il faut des événements comme la nuit des musées pour attirer le public, ou est-ce qu'on peut l'attirer sans ce genre d'événement? Moi, je pense que c'est important parce que ça permet à un public qui serait peut-être pas venu de venir. Enfin, quand on est dans la nuit des musées, on est dans un parcours général en ville, les gens viennent dans tous les lieux culturels. Voilà, je pense pour toucher un public plus large que ce qu'on peut toucher avec nos outils actuels, c'est super intéressant. Le tout après, c'est qu'ils vivent une première chouette expérience et puis de les rattacher sur un autre événement et de les fidéliser, quoi, qu'ils reviennent. Ça, c'est l'idée. Ouais. Et ils reviennent? Alors, c'est difficile à mesurer, c'est très difficile à mesurer. En tout cas, il y en a qui reviennent à chaque nuit des musées, parce qu'on a pris le pli depuis quelques années de faire des espèces de murder party, enfin des jeux vraiment. Et donc là, ça fonctionne. Et cette année, moi j'étais super étonné quand j'ai ouvert la porte, il y a des gens qui étaient là, ouais, on est venu l'année passée, on veut refaire le jeu, on est venu à 15 pour faire votre truc. Donc voilà, il y a eu un peu de pression. Mais donc oui, je pense qu'il faut des événements comme ça pour toucher des publics. Puis après, bon voilà, nous on a aussi un rôle assez important avec le scolaire. Le public scolaire, c'est un public qui vient et c'est aussi parfois leur première expérience chez nous. Donc ça, c'est capital que ça se passe bien. Et donc tu parles effectivement d'outils. Quand on est chargé de com, un de nos outils, c'est le site web. Ouais. Et l'année passée, vous avez changé votre site web. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi de le faire et qu'est-ce qui vous a guidé pour ce changement? Alors c'était super important. Notre précédent site web, je peux le remercier parce qu'il a tenu plus de 12 ans. Donc voilà, c'était quand même pas mal pour un site web. Après, il était très très compliqué. Moi, en gros, depuis que j'étais devenu chargé de com au Mondaneum, je voulais attaquer le site web, mais on a eu une toute petite réflexion de se dire... avant de changer ces outils, il y a plein d'outils qu'on a changés, on voulait avoir une réflexion stratégique. Et donc on s'est fait accompagner, on a vraiment, voilà, qui on est, vers où on va, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, c'est vraiment les questions qu'on s'est posées avant de changer les outils. Le site web, ça a été un processus très long, parce que les auditeurs qui nous écoutent, qui ont déjà travaillé un site web, savent ô combien c'est compliqué. C'était hyper important pour nous, on a l'obligation d'avoir un site web en 3 langues, donc ça c'était une difficulté en plus. Et donc ça a été assez long comme processus.
parce que notre site web, c'est le carrefour entre tout, quoi. C'est le carrefour entre le visiteur qui vient au musée, donc le touriste entre gros guillemets, le chercheur qui vient sur notre catalogue en ligne consulter les archives, la personne qui vient sur la boutique du Mondaneum parce qu'on vend aussi des trucs. Et donc, on avait des outils qui étaient explosés avant, on a voulu les rassembler. Et puis, en 2025, avoir un site web à soi, je trouve que c'est essentiel, en fait. C'est un espace de liberté aussi où... l'algorithme du Mondaneum, il est en face de toi. C'est moi qui choisis ce que je mets sur le site web et à quelle place. Là où sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on le voit qu'en organique, c'est de plus en plus dur de se faire entendre et se faire voir. Ouais. Et puis, on est sur des plateformes qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours hyper clean sur les messages et sur les valeurs qu'elles portent. Et donc, d'avoir un espace, nous, où on a un contrôle optimal, c'était aussi essentiel, quoi. Et donc, du coup, pour toi, est-ce que le site, il vient avant, pendant ou après la visite? Dans l'idéal, il vient à toutes les étapes. Et donc avant, essayer de trouver les infos pour venir chez nous. Après, être tellement intéressé de vouloir fouiller les archives, d'aller sur notre catalogue en ligne. Pendant, on n'a pas trop développé le truc. C'est vrai que dans nos expos, parfois, on a des QR codes, des trucs qui renvoient. Mais voilà, donc moi, je pense que ça peut venir à toutes les étapes. On a un site qui est bien fréquenté. Mais ça, au niveau du public, est-ce que tu as déjà vu des variantes au niveau des visites? Justement, plutôt de savoir... Entre ce que nous on veut en tant que chargé de com, on aimerait bien qu'ils viennent tout le temps sur notre site, mais le site il se suffit pas lui-même. Une fois qu'il est sur internet, il faut encore que les gens viennent dessus. Et comment ça match avec le public? Nous on veut que ce soit vraiment le carrefour de notre communication digitale et donc de ramener des réseaux sociaux vers notre site web, de ramener vers la newsletter, vers le site web. On voit que ça fonctionne, hein, quand tu regardes les stats, effectivement, on a les pages qui sont les plus consultées, il n'y a pas de secret, hein, c'est les pages de tarifs horaires, ça c'est très consulté. Après, quand même, on a un petit onglet histoire, on a une ligne du temps qui arrive assez vite dans le classement, et puis on a le catalogue en ligne. Et quand on regarde les stats, le Mondaneum, c'est une histoire belge, mais qui est internationale, en fait, qui intéresse l'international. On nous a appelé le premier moteur de recherche sur papier. Enfin, c'est une histoire qui est fabuleuse, en fait. On était le web avant le web. Et donc, ça intéresse vraiment un public international. Et donc, quand tu regardes les connexions, t'as des gens qui viennent d'un peu partout, quoi. Et d'où l'importance, c'est quand tu es chargé de com, parfois, tu l'oublies parce que... d'aussi actualiser tes pages en anglais, d'essayer de tenir ça à jour et tout, parce que oui, il y a un public qui vient pas chaque année chez nous, mais qui est là, quoi. Ouais. Et du coup, dans les stratégies que tu as pu mettre en place, est-ce que tu t'es donné comme objectif de toucher un certain public? Et est-ce que dans ces cadres de ces campagnes, ce qui est intéressant, c'est de dire ici dans ce podcast, est-ce qu'il y a des campagnes que tu as testées qui ont réussi? Et à l'inverse, est-ce que tu as des exemples de campagnes qui se sont plantées ou tu n'as pas réussi à toucher ce public? Ouais, c'est clair qu'on fonctionne par essai-erreur, hein, dans la culture. Tu l'as aussi dit en intro, on a des moyens qui sont limités, donc on ne peut pas se permettre des hyper grosses campagnes d'affichage et ce genre de trucs. Ça, c'est un truc qui est inaccessible pour nous. Donc ta question sur est-ce qu'il y a des trucs... Les deux côtés, est-ce que tu as testé des choses tu t'es dit, ok, j'aimerais bien toucher ce public-là, je mets en place une campagne, et est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, et donc c'est intéressant d'en discuter, et de voir aussi même les erreurs, quoi. On a voulu toucher ce public, et en fait, on n'y est pas arrivé. Ouais, mais je pense que ça, s'il y a des chargés de com qui nous écoutent, je pense que c'est le truc classique de parfois passer... énormément de temps à rédiger un truc, une newsletter et tout, y passer du temps et tout, puis tu regardes le taux d'ouverture, il est juste nul, et puis parfois t'as des posts un peu nuls qui en fait fonctionnent super bien. Mais un exemple de campagne qui nous a vraiment bien fonctionné, on a touché un nouveau public, on a une expo qui s'appelait Portrait de femmes, des récits pour une histoire, où on s'est intéressé à des femmes oubliées en Belgique, et là en fait on a touché tout un secteur associatif féministe, des assos qui sont venus au musée, on a eu plein de visites de groupes et compagnie, et là nous c'est un public qu'on touchait pas vraiment, et donc là maintenant l'enjeu c'est de le garder, quoi. C'est de se dire finalement elle est venue grâce à cette exposition, derrière on va essayer de reprogrammer des événements, refaire des publications sur la thématique. Donc là moi je trouve c'est un bel exemple de campagne qui a fonctionné chez nous pour toucher un nouveau public. Et comment tu l'as touché? Parce qu'effectivement, donc, du coup, on a le projet. Quels sont les outils que tu as utilisés pour les avoir? Est-ce que tu les as ciblés spécialement? Oui, alors on avait un partenariat fort sur cette exposition avec les Grenades RTBF, qui nous ont offert une tribune en fait auprès des associations qui écoutent ce média-là, et donc là ça nous a ouvert les portes de beaucoup de choses. Après un peu de travail aussi auprès des associations de terrain, simplement les contacter plus personnellement, et puis
l'effet boule de neige, bouche à oreille, on connaît tout ça, mais à un moment ça prend. Et le moment magique où tu vois des gens dans l'exposition, et ça c'est... Et donc, tu nous as parlé d'une campagne qui a marché. Est-ce que tu as un exemple plutôt d'une campagne qui a un peu capoté ou que tu n'as pas réussi à atteindre en tout cas ton public? Ouais, on est chez Média Animation, donc je vais parler d'éducation média. Vas-y. On a des projets d'éducation média, et en fait c'est pas qu'ils fonctionnent pas, parce que les projets fonctionnent super bien, mais à chaque fois je suis un peu frustré parce que je fais pas beaucoup de communication autour de ce truc. Et en fait il y a tellement de demandes du public de venir à nos ateliers en éducation média que je fais pas beaucoup de communication, et donc on tombe sur les mêmes personnes qui viennent à l'événement. Et là moi je suis frustré parce que j'ai envie d'ouvrir à plus de personnes, et en même temps on a une quantité de places limitée. Donc c'est pas une campagne qui n'a pas fonctionné, mais c'est une campagne qu'on fait juste pas et ça fonctionne tout seul, quoi. Et c'est un peu une erreur qu'on fait, parfois, c'est de se dire les choses qui marchent, on n'en parle pas. Ouais, c'est clair. Et c'est dommage, parce que du coup, ça veut dire qu'on sait peut-être pas que le Mondaneum, il fait un truc d'éducation média. C'est clair, mais en fait, c'est de l'autocensure, quoi. C'est juste se dire... où je concentre mes efforts sur d'autres projets qui fonctionnent pas, mais on a toujours aussi le... Enfin voilà, nous, il n'y a qu'une personne à la com chez nous, c'est moi, je fais plein de choses, et donc du coup, parfois, il faut faire des choix, et t'as toujours envie d'en faire plus, c'est vrai, et c'est un peu, je pense, le problème aussi des petites institutions et des petites équipes de communication, c'est que à peine un projet est fini, que tu sautes déjà sur le suivant, et tu prends pas le temps déjà de débriefer ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Donc aujourd'hui, c'est une petite introspection et c'est génial, mais c'est aussi de se dire effectivement, continuer à parler sur le projet, et ouais, c'est clair, ça c'est clair. Et donc, dans tes outils, effectivement, pour attirer le public, tu as ton site internet, tu as ta newsletter, on en a parlé. Au niveau des réseaux sociaux, lesquels tu utilises et quelle est la ligne éditoriale que tu te donnais? Alors, nous, on utilise pas mal encore Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, X, on est encore dessus. On n'a pas fait le plat d'annoncer notre départ, mais je publie plus trop dessus. Voilà, ouais, on a une stratégie sur les réseaux sociaux. Après, je pense aussi que toutes les personnes qui font de la com qui nous écoutent savent que c'est hyper chronophage les réseaux sociaux, que c'est une bête à alimenter sans cesse. Et il y a, alors t'as un peu le paradoxe de devoir publier pour rester un peu à la page et dans les algorithmes, mais en même temps avoir envie de faire une communication un rien plus responsable et pas publier à tout va. Donc voilà. Et du coup, est-ce que sur ces réseaux sociaux, tu vas tester des tendances? Tu vois, on sait que l'humour, ça fonctionne bien, on sait que tout ce qui est les mèmes, etc. Est-ce qu'on peut dire que le Mondaneum, il est sur des tendances ou bien au contraire, il est plus institutionnel? On est très institutionnel. Ouais. Alors, on devrait suivre la tendance et être un peu plus marrant. Non, mais c'est une volonté que j'ai. Mais on est très institutionnel, on est assez sérieux et peu décalé, je pense qu'on peut le dire. Sur certaines campagnes, on se permet de l'être un peu plus. Oui, non, c'est encore une fois, je pense, un équilibre à trouver entre le temps que tu passes à faire ton post, à suivre une tendance et puis faire le truc efficacement. C'est vrai que dans certains musées, on voit effectivement certains musées qui développent cet humour pour justement présenter leur collection différemment. Mais et donc du coup, essayer de toucher autrement le public jeune parce que en fait, ils se doutent pas que ce qu'il y a dans les collections, ça peut les intéresser. C'est juste que c'est une façon de voir les choses, une façon de les accrocher. Et puis parfois, effectivement, on sait très bien que parfois les conservateurs se disent « mais en fait, vous nous ridiculisez et nous, on a quand même un sérieux scientifique derrière ça, quoi. » Ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, je suis chargé de communication, mais sur les projets, ça se discute en équipe. Et effectivement, parfois, c'est assez... Enfin voilà, il faut montrer un peu la plus-value que ça a de faire ce genre de choses et convaincre l'équipe aussi d'y aller. Effectivement, dans les musées, ce sont les conservateurs. Chez nous, c'est les archivistes qui détiennent un peu les collections et tout. Jusqu'où on peut aller dans la communication, qu'est-ce qu'on peut montrer, est-ce qu'on peut démystifier certaines choses. Et ça, c'est des questions... voilà, il faut convaincre un peu, quoi. Et tu les mets en scène sur les réseaux sociaux ou pas? Non, ils n'aiment pas trop ça. Je pense que c'est une évolution de la com dans le secteur associatif aussi, de montrer ce côté humain. Et je pense que dans toutes les assos, il y a ces réticences. Ouais, c'est sûr. Donc effectivement, en parler ici, c'est légitime parce que le fait que d'autres assos vont se retrouver sur le même cas, c'est dire, ok, je suis chargé de com, je sais qu'il faut montrer les gens pour attirer, et puis ils vont voir leurs collègues qui ne se sentent pas, et c'est légitime aussi d'être face à une caméra. Ils ont le droit, en fait, c'est sûr. Et alors du coup, quel est l'équilibre qu'on trouve pour attirer les gens? C'est compliqué, parce que tu peux pas non plus, toi, en tant que chargé de communication, être légitime sur tous les sujets et te mettre... toi en guignol devant la caméra tout le temps, parce que déjà il faut quelqu'un derrière la caméra pour la gérer, et puis tu peux pas jouer les deux rôles, et voilà, donc t'as besoin du soutien de ton équipe. Alors je vais te poser la question de Maud de la semaine passée d'Event Change.
Elle voulait te poser comme question, comment est-ce que tu mesures la réussite d'une campagne de communication auprès de ton public? Alors, il y a plusieurs outils. Le premier outil, c'est les chiffres de fréquentation sur les expositions. Si on parle d'une campagne liée à une exposition, voilà, nous, on a des... quand on vient dans un musée, à l'accueil, vous payez un certain tarif, donc on sait déterminer plus ou moins le public que vous êtes, si vous avez une carte prof, si vous avez un museum pass, si vous avez tout ça. Puis on vous demande de quelle province venez-vous. Donc là, voilà, nous on a des stats quand même assez précises sur les visiteurs qui viennent. Donc ça, c'est un indice, en tout cas sur les campagnes liées aux expositions. Sur le site web, il y a tout ce qui est Google Analytics, voir un peu la fréquentation de ton site. Et puis moi, je suis encore attaché au papier pour évaluer les choses, les campagnes de satisfaction. Pour moi, c'est encore des petits papiers en fin de visite où en 3-4 questions, on balise un peu le ressenti de la personne à la fin d'une visite. Mais donc ça, moi, c'est un truc auquel je tiens aussi et qui est super intéressant. Alors le tout, c'est de prendre ça avec de la distance et de se dire, c'est pas parce qu'un visiteur a fait un mauvais commentaire sur un panneau qu'il faut le prendre et le mettre à la poubelle. Toujours, voilà. Mais ça donne un peu... voilà, c'est un peu le pouls, quoi. Ça donne un peu le pouls de la satisfaction du visiteur. Donc ça, c'est les quelques outils que je peux utiliser pour voir ça. Après, ça se mesure aussi, je sais pas, la quantité d'articles qui ont été publiés sur ton exposition. Voilà, on évalue la campagne de communication. Les médias, ça reste un critère d'évaluation de réussite? Ouais, alors c'est aussi, je pense que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des journalistes dans ton exposition. Ça, je pense que c'est... moi, les points presse, on les maintient, mais c'est devenu des points presse partenaires où en fait on est plus avec les gens avec qui on bosse dans l'exposition et on ouvre l'expo ensemble. Je pense que ça reste pas... c'est plus un critère de réussite d'avoir une bonne critique sur ton expo, à mes yeux, mais en fait ça participe encore à faire bouger quelques personnes dans ton exposition. Justement sur ces campagnes de satisfaction, tu avais 20 à 25% du public qui avait vu l'expo soit dans la presse en fait, soit ils avaient entendu notre spot à la radio, soit ils avaient vu un article, soit... Donc ça reste une partie non négligeable du public qui vient. Donc ça reste important, la presse, je pense vraiment. Et puis voilà, il faut essayer d'être présent. Après aujourd'hui, être présent, c'est aussi faire des partenariats médias, c'est aussi tout ça. Mais donc effectivement, dans les critères, les outils que tu utilises pour juger de la réussite ou pas d'un projet et d'une communication, parce que c'est aussi, au-delà du projet, ça va être aussi si la campagne de com que tu as mis en place, est-ce qu'elle a atteint son objectif et tout. Tu as parlé effectivement des stats, Google Analytics, on a aussi les stats sur les réseaux sociaux, mais après, il faut analyser ces chiffres, parce que les chiffres bruts, ça dit rien. Non, c'est clair. Et c'est pas évident, j'ai l'impression, toi, de prendre le temps de le faire. Prendre le temps de l'analyser et de voir, mais qu'est-ce que ça dit, ces chiffres? C'est bien que tu as des gens qui viennent des différentes provinces, par exemple. Et alors, peut-être qu'en fait, ta campagne, elle touchait pas, elle avait pas pour but de toucher les gens d'autres provinces. Donc, puis il y a des publics qui viennent tout seuls. Si tu prends le cas chez nous, en été, on a le public senior néerlandophone. Il est là. Je fais aucun effort de communication vers eux. Je devrais, mais il vient. Donc ça c'est sûr, il faut recouper tout ça. Alors c'est compliqué de croiser les chiffres de Google Analytics avec nos chiffres de fréquentation. Il faut prendre le temps de le faire, c'est compliqué. Après, je sais pas si c'est une astuce, mais moi, par exemple, sur Google Analytics, les rapports que je sors maintenant, ça m'est arrivé de les mettre dans ChatGPT et de demander de me faire un rapport de ces chiffres. Et en fait, c'est assez impressionnant. Alors, j'ai recoupé, j'ai vérifié, mais sur l'analyse et ce que ça peut t'analyser très rapidement d'un tableau qui est un peu imbuvable si on regarde de prime abord, en fait, c'est intéressant. Et moi, je suis plutôt convaincu que c'est des outils qui peuvent parfois accélérer certains processus et certaines analyses et rendre intelligibles des trucs que toi, il te faudrait du temps pour les analyser, quoi. Et une dernière question sur justement le ressenti du public. Donc finalement, est-ce que tu analyses effectivement à la sortie d'une expo le ressenti des publics, ce qu'ils ont apprécié ou pas, mais est-ce que tu fais aussi parfois des sondages sur la com du Mondaneum? Ouais, alors c'est très rare. On l'a fait parce que quand on a travaillé un peu la stratégie de communication avec l'agence avec laquelle on a travaillé, effectivement, ça a été une question. Ça a été un petit questionnaire qu'on a envoyé à nos publics et qu'on a évalué un petit peu
bah voilà, déjà où vous nous entendez, où est-ce que vous prenez l'info, que pensez-vous du ton qu'on utilise et tout ça. Et ça a permis de recalibrer certaines choses. Tu as eu des surprises ou des réponses auxquelles tu t'attendais pas? Non, on a eu, enfin c'était pas une surprise, hein, le côté un peu trop sérieux est ressorti. Ça c'est voilà, ça c'était une lutte de tous les jours. Mais non, pas trop de surprises. Souvent c'est quelque chose que tu sens assez vite. Tu vois, une expo. Jeudi passé, on avait le vernissage. Du coup, le vernissage, tu as tes premiers visiteurs qui visitent l'exposition. Tu peux être sûr que s'il y a quelque chose qui cloche ou en fait, tu auras déjà ce soir-là, tu auras déjà un avis dessus. Après, ça va se confirmer par la suite. Mais ouais, non. C'est du design thinking. Hein. C'est faire les visiteurs viennent et puis tu évolues et tu... Oui, et puis on a la chance d'avoir aussi des visiteurs très fidèles et donc qui sont là sur la plupart de nos événements. Et ça, c'est devenu aussi... nous, on prête une oreille attentive aussi parce que c'est un public intéressant qui est souvent amoureux de la culture et qui va un peu partout dans toutes les institutions. Et tu les utilises comme ambassadeurs? Ouais, T'as déjà mis en place ça comme démarche? Ouais, alors à Mons, on avait eu un projet un peu d'ambassadeur entre plusieurs associations culturelles, de leur permettre de venir en avance aux expositions, de visiter les coulisses, tout ça. Et puis on a aussi le parti de... Enfin moi, dans ma communication, la newsletter reste toujours la priorité. Donc les infos passeront d'abord par la newsletter et puis sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et donc c'est... si tu es abonné à notre newsletter chez nous, tu auras l'info en primeur, quoi. Tu verras en premier la magnifique affiche de la prochaine expo et ce genre de choses, quoi. Donc l'exclusivité reste quand même vraiment un moyen d'attirer les gens et de leur offrir quelque chose d'inédit. Je pense qu'ils se sentent un peu privilégiés, quoi, et c'est sympa. Enfin, je pense qu'on aime tous se sentir dans une relation un peu de confiance. Et où Ok, écoute, merci d'avoir participé à ce podcast. On va terminer comme d'habitude ici le podcast. Donc on invite les invités à poser une question à l'invité suivant. Et donc la thématique de l'épisode de la semaine prochaine, ce sera sur l'inclusion dans la communication. Quelle question tu veux que je pose à l'invité? Moi, il y a une question que je me pose. Donc, on travaille aussi la question des publics à besoins spécifiques dans nos communications. Comment faire une communication qui réponde à tous les critères d'accessibilité et qui, en même temps, reste créative et disponible pour tout le grand public. Ok, écoute, on va essayer d'y répondre la semaine prochaine. Merci à toi. Ça.